elle n'a pas pu se féliciter elle-même, Fanny Giancetto, donc je tiens à le faire à sa place. C'est elle qui, c'est son énergie qui a permis que nous soyons réunis aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Lorsqu'on a commencé à en discuter ensemble il y a quelques mois, on s'est aperçu de l'urgence absolue qui entourait le sujet, en tout cas sous l'angle d'une mobilisation d'un acteur qui, pour l'instant, s'était assez peu montré dynamique, celui de ce qu'on appelle, d'un point de vue un peu nombriliste, la doctrine juridique, c'est-à-dire les observateurs des mouvements du droit face à des enjeux comme celui qui nous rassemble aujourd'hui, des enjeux qui sont des enjeux systémiques. C'est, à ma connaissance, la première manifestation de ce genre sur ce sujet-là qui fait en vérité que s'inscrire dans une trajectoire déjà bien lancée par des lanceurs d'alerte, journalistes, chimistes, du milieu associatif, qui sont là d'ailleurs présents aujourd'hui pour accompagner cette étude des mouvements potentiels de la matière juridique face à ce sujet. Aujourd'hui, on est réunis pour parler encore une fois des excès de notre tropisme prométhéen. Nous avons une fois de plus joué aux apprentis sorciers, et voilà qu'on demande une fois de plus à une discipline encore assez récente, le droit de l'environnement, de réussir à corriger le tir. Le droit de l'environnement a quelques succès à son actif et il y a encore une dizaine d'années, les environnementalistes, qu'ils soient praticiens ou universitaires, se félicitaient de l'amélioration de la qualité des masses d'eau, d'un point de vue écologique, sans doute, par rapport aux années 70. D'un point de vue chimique, l'événement qui nous rassemble aujourd'hui atteste bien que le chemin à parcourir pour atteindre des qualités satisfaisantes est encore extrêmement long et complexe. L'élaboration de la norme en droit environnemental et sanitaire, c'est un exercice très délicat parce que les pouvoirs publics se trouvent aux prises entre divers intérêts, des intérêts de long terme, des intérêts d'intérêt général pris dans le sens le plus noble possible, des intérêts de protection des populations, de protection de l'environnement, et puis des intérêts de très court terme, des intérêts de production, des intérêts de production de richesse, des intérêts de maintien de l'emploi. Et c'est à la rencontre entre ces deux enjeux que se construit petit à petit, sans doute pas assez vite, la réglementation en matière environnementale avec des retours en arrière colossaux, comme celui dans lequel on est engagé depuis quelques années, depuis 5 ou 6 ans en droit administratif de l'environnement sans doute, depuis le mois de septembre en particulier en droit économique de l'environnement. Bon, rassurez-vous, la semaine dernière, je discutais avec quelqu'un qui est un peu le papa de la matière en France, en Europe, peut-être par certains aspects au niveau international, Michel Prieur, qui m'annonçait, il a commencé à s'intéresser à ces sujets-là à la fin des années 60, qui m'annonçait que c'est sans doute la 3e fois de sa carrière qu'il voit un tel backlash écologique. La trajectoire générale, elle tend vers l'amélioration. Espérons que les temps actuels ne sont qu'un épiphénomène dans une trajectoire, je vous l'ai dit, j'espère, de renforcement à la fois de la prise de conscience sociétale de la nécessité de mieux protéger la santé et l'environnement, et de son relais nécessaire par le biais de la norme. Alors, nous accueillons aujourd'hui, dans cette 2e table ronde qui est dédiée à la réglementation des molécules, 3 intervenants qui sont des experts, chacun à leur manière des différents sujets qu'ils vont pouvoir traiter. Ils vont nous apporter un éclairage général, à la fois juridique, mais heureusement pas seulement, sur les sujets de réglementation. D'abord, on a le plaisir d'accueillir Philippe Baudenay, alors je ne sais pas si on prononce le Z, Philippe Baudenez, toutes mes excuses, qui est chef de service de la Direction générale de la prévention des risques au ministère de l'Environnement, qui a comme principale qualité justement de ne pas être juriste. Et je crois que c'est une qualité à saluer dans cette table ronde parce que le droit ne peut pas tourner en circuit fermé et évidemment doit s'inspirer de ce que des praticiens des matières de sciences du vivant, biologie, chimie, doivent nous enseigner, et de ce que aussi des représentants des régulateurs du quotidien, comme vous l'êtes, ont à nous apporter comme éclairage. Nous accueillerons ensuite 2 de mes collègues. Une d'abord Agnès Michelot, une collègue française qui est professeure de droit de l'environnement, alors plutôt sous l'angle du droit public à l'Université de La Rochelle, spécialiste de droit de l'environnement maritime depuis les années 90, spécialiste de droit de l'environnement général, de sujets de justice climatique, présidente honoraire de la Société française de droit de l'environnement, et puis très investie sur ces sujets de réglementation de la pollution en général, de la pollution chimique en particulier. Et puis enfin, nous entendrons
quelques mots de la part d'un autre de mes collègues, cette fois belge, Nicolas Sedler, qui est professeur titulaire de la chaire Jean Monnet à l'université Saint-Louis, spécialiste à l'université de Louvain, d'ailleurs, je vous dis une bêtise. C'est bon, j'ai bon, spécialiste de droit européen de l'environnement, qui réfléchit depuis sans doute plus longtemps que l'essentiel des universitaires français à ces sujets-là, sous l'angle de la capacité que peut avoir la Commission européenne, les institutions européennes en général, à appréhender ces sujets-là. Et pour commencer, j'ai d'abord une question très générale à poser à Philippe Bodenez. Vous avez, je l'ai dit, la capacité de ne pas réfléchir que sous l'angle du droit, et vous êtes capable, sans rougir, d'évoquer le sujet sous un autre angle. Et d'abord, justement, puisque vous m'avez confessé au téléphone être depuis longtemps aux prises avec les sujets de réglementation liés au risque de pollution chimique, et en particulier celui des PFAS, par le biais de votre expérience, quel est votre recul quant à l'évolution de la prise de conscience dans votre administration du sujet des PFAS? Et d'abord, avec une question presque historique, depuis quand vous avez conscience de ce sujet-là et depuis quand votre hiérarchie vous en a saisi? Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, effectivement, peut-être qu'il faut replacer le contexte des PFAS dans un contexte plus global de la manière dont on réglemente la chimie du carbone. Parce que finalement, un PFAS, c'est une chaîne carbonée avec des atomes de fluor dessus, mais ça reste quand même une chaîne carbonée. Si on avait fait cette table ronde il y a 20 ans, on aurait parlé des PCB et un peu des dioxines. Si on avait fait cette table ronde il y a 10 ans, on aurait beaucoup parlé des perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, on l'a fait sur les perfluorés. Je suis bien persuadé que dans 10 ans, on la fera sur autre chose. Voilà. Depuis qu'on extrait du pétrole et qu'on fait de la chimie avec, on a créé un certain nombre de molécules qui ont leur utilité. Elles sont utilisées, les PCB, c'était utilisé dans les transformateurs pour éviter, comme isolant. Il y a tout un tas de substances qui sont perturbateurs endocriniens qui avaient aussi leurs utilités, et notamment parce que, par exemple, il y en a dans les médicaments, et on en parlait tout à l'heure avec Albi. Et les perfluorés ont aussi leur utilité. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le fluor a des propriétés lorsque on crée cette liaison carbone-fluor tout à fait particulière. Le fluor est utilisé dans bien d'autres aspects de la chimie et a des propriétés très intéressantes dans d'autres aspects de la chimie. Il n'y a pas que la chimie du carbone qui est intéressante de ce point de vue-là. Bon. Ce qui est notable, effectivement, c'est la liaison carbone-fluor. Elle est très résistante dans le temps, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est utilisé. Ça fait des molécules qui sont très résistantes, notamment à la chaleur. Et quand vous avez besoin d'éteindre un feu d'hydrocarbures, eh bien, le fait d'avoir des mousses contenant ces substances, ça permet d'étouffer le feu en privant le feu d'oxygène. Et donc, c'était une des raisons pour lesquelles on a utilisé des PFAS. C'est parce que c'était efficace pour éteindre les feux d'hydrocarbures. Bon. Il y a une autre capacité de cette chaîne carbone-fluor, c'est que c'est pas polarisé. Et c'est une des raisons qui fait que c'est utilisé pour ses propriétés non adhésives. C'est que justement, l'eau ou l'huile a tendance à glisser sur la substance en question. Si on devait se passer du téflon demain, alors qu'il n'est pas du PFOA, mais du PTFE, ce serait compliqué de faire des prothèses de hanche, parce que le téflon, il a cette propriété d'avoir des propriétés de tribologie, c'est-à-dire la science du frottement, qui sont tout à fait particulières. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les PFAS sont utilisés et ont été produits. Le téflon, ça n'a pas servi qu'à faire des revêtements anti-adhésifs dans les poêles. Donc tout ça, à un moment donné, c'est utilisé parce que ça a des propriétés qui sont utiles pour un certain nombre de procédés. Alors, depuis quand on en parle? C'est rentré dans le champ de la réglementation par les polluants organiques persistants. Alors, tout à l'heure, quelqu'un disait on en trouve dans les ours. Bon.
C'est un peu simplificateur de dire ça, mais à partir du moment où, effectivement, on trouve une substance un peu partout dans tous les compartiments environnementaux, la Convention de Stockholm, qui est une convention internationale, permet aux États qui sont partis à la Convention de Stockholm de s'interroger sur mais pourquoi on trouve ces substances organiques-là. Elles mettent trop de temps à se dégrader, elles sont partout. Donc la première entrée dans la réglementation, c'est la Convention de Stockholm. Et ça, c'est au début des années 2000, où on interdit le PFOS dans un premier temps, et puis le PFOA dans un deuxième temps. Ensuite, les premiers rapports qu'on peut trouver au niveau français sur ces questions-là, c'est 2010-2015, notamment quand le laboratoire d'hydrologie de Nancy, qui dépend aujourd'hui de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, du travail et de l'alimentation, le laboratoire d'hydrologie de Nancy, qui est un vieil outil, hein, ça a 200 ans, le laboratoire d'hydrologie de Nancy. C'est un laboratoire qui est spécialisé dans la recherche de contamination dans l'eau, notamment dans l'eau potable. En 2011-2012, le LHN commence à regarder s'il y a des PFAS dans l'eau, et à ce moment-là, on ne recherche que quelques substances, le PFOA, le PFOS, éventuellement quelques carboxyliques en plus, mais pas tellement plus. Ils en trouvent d'ailleurs, et à l'époque ils disent, bon, on en trouve, mais par rapport aux valeurs toxicologiques de référence qui existent, on est inférieur à ces valeurs toxicologiques de référence. À l'époque, ils se basaient sur une valeur toxicologique de référence allemande, parce que c'était les Allemands qui étaient un peu à la pointe sur ces questions-là. En 2015, il y a une nouvelle étude où ils font plus de mesures, mais il y a toujours cette idée qu'on reste inférieur aux valeurs toxicologiques de référence. Bon. Ce qui a beaucoup changé ces 3 dernières ou 4 dernières années, c'est les valeurs toxicologiques de référence. Elles ont baissé de 3, 4, 5 ordres de grandeur. Pour quelles raisons ? Une des raisons, c'est lié au Covid. Parce que auparavant, quand on faisait des valeurs toxicologiques de référence, on regardait quelles étaient les propriétés des substances organe par organe, ou bien on regardait les études qui montraient la toxicité des substances par rapport à telle ou telle maladie. Voilà. En 2020, on a le Covid, et donc les gens s'intéressent plus à l'immunotoxicité, c'est-à-dire à ce qui peut perturber une réaction à une vaccination, par exemple. Donc si les valeurs sont très très basses en ce moment, c'est parce qu'il y a une étude qui est sortie à un moment donné sur l'impact que peut avoir la concentration en PFOA dans le sang des gens quand on les vaccine contre 3 maladies bien connues. Alors il doit y avoir la typhoïde, et tétanos, et puis une 3e maladie. Et on s'aperçoit que plus la concentration en PFAS est élevée, moins les gens produisent d'anticorps. Et donc, à partir du moment où on constate qu'on produit un peu moins d'anticorps, du coup, on a calé les VTR par rapport à cet événement-là. Ce n'est pas parce qu'on produit moins d'anticorps qu'on n'est pas protégé contre le virus. C'est juste qu'on a observé une réaction par rapport à une vaccination. Voilà. Et depuis le Covid, évidemment, on est beaucoup plus concerné par ces questions d'immunotoxicité, parce qu'on se rend compte depuis le Covid, le monde entier s'est rendu compte qu'on était susceptible d'être affecté par un virus qui pouvait se balader sur la Terre entière, ce que tout le monde savait dans le génie sanitaire depuis 20 ans. Hein. Et donc, c'est pour ça que les VTR ont baissé. Et c'est pour ça aussi que, du coup, on se retrouve avec une préoccupation qui est nouvelle, parce que des concentrations, même très très faibles dans l'alimentation ou dans l'eau potable, peuvent avoir des effets, en tout cas peuvent être confrontées à ces valeurs toxicologiques de référence, avec, du coup, oui, mais là, on dépasse les valeurs toxicologiques de référence. Bon. Donc, depuis 2020, on a des alertes sur ces substances-là, parce qu'on a des VTR qui sont beaucoup plus basses, et des niveaux de concentration qui étaient considérés comme, jusqu'à présent, satisfaisants, ne le sont plus. Bon. Par ailleurs, on a des informations nouvelles aussi sur la cancérogénicité du PFOS et du PFOA, avant que le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, refasse tourner ses modèles et ses études et fasse des réunions avec ses experts. Le PFOS était peut-être classé cancérogène susceptible d'être cancérogène, et le PFOA n'était rien. Voilà.
Il y a un an ou un an et demi, le CIRC a reclassé le PFOS cancérigène certain et PFOA cancérigène probable. Donc il y a aussi ces informations-là qui arrivent. Bon. Donc à partir du moment où on a ces informations, à partir du moment aussi où on sait ce qui s'est passé aux États-Unis, on sait ce qui s'est passé en Allemagne, on sait ce qui s'est passé aux Pays-Bas avec des sites industriels extrêmement pollués, il faut réagir. Alors le fait est que ce sont les Allemands, les Néerlandais, les Danois, les Suédois et les Norvégiens qui, bien que n'étant pas membres de la Commission de l'Union européenne, appliquent les mêmes règles sur les produits chimiques que nous, ont déposé un dossier de demande d'interdiction de ces substances, toutes substances, tous usages, au niveau de la Commission européenne. Donc à partir du moment où on s'est retrouvé dans ce contexte-là, eh bien, il n'y a pas 10 000 manières d'agir sur la présence de ces substances dans l'environnement. C'est-à-dire, on disait tout à l'heure, il faut réduire la source. La réduction à la source, ça ne passe pas par un piégeage dans les stations d'épuration, hein. La réduction à la source, ça passe par la réduction massive de l'usage de ces substances partout où elles ne sont pas essentielles. Donc il y a un travail qui a été lancé. Alors, le problème, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de REACH, qui s'applique depuis 2010 en Europe, qu'on propose d'interdire des milliers de substances pour des milliers d'usages. Jusqu'à présent, on interdit une substance pour un usage ou une substance pour 2 usages. Là, c'est des milliers de substances et c'est pour des milliers d'usages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va prendre du temps pour être réglementé, enfin pour être évalué par l'Agence européenne des produits chimiques, qui réunit 2 comités, un comité d'évaluation des risques, le RAC, et puis un comité d'évaluation socio-économique. Le RAC, lui, regarde quelles sont les conséquences sanitaires ou environnementales de l'usage des substances en question. Le comité d'analyse socio-économique, il regarde s'il y a des substituts ou bien si on peut se passer des substances en question. Le RAC et le CEAC travaillent ensemble sur ces questions-là et ont regardé un certain nombre d'usages, notamment l'usage dans les phares, dans les cosmétiques et autres. En mars 2025, ils devaient travailler sur les usages dans le domaine de l'énergie, qui est effectivement un sujet qui est quand même un peu sensible, notamment parce que certains PFAS sont utilisés dans les batteries ou dans les membranes pour fabriquer l'hydrogène. Bon. Tout ça, ça va prendre du temps parce que comme c'est des centaines d'usages et des milliers de substances, évidemment, les acteurs économiques qui sont concernés par le sujet ont écrit à la Commission européenne pour dire « mais moi, je sais des choses sur ma substance et je veux qu'elle puisse continuer à être utilisée. » Voilà, parce que ces acteurs-là, ce sont des acteurs qui sont spécialisés dans la chimie du fluor organique. Demain, s'il y a un substitut, ce n'est pas eux qui le fabriqueront. Donc ça a été un moyen de collecter des informations sur le sujet en question. On le disait tout à l'heure, le système d'enregistrement, on n'intègre pas les polymères. Bon, donc il y a un débat aujourd'hui sur faut-il que les polymères fassent l'objet d'un enregistrement dans le cadre de REACH. Si les polymères, il y avait eu obligation de les enregistrer, en tout cas au moins une partie d'entre eux, nous aurions pu obtenir des informations sur la dangerosité des polymères en question, notamment du téflon, le PTFE, ou du PVDF, ou d'autres polymères qui sont utilisés de ce type-là. Bon. Le fait est que, n'ayant pas enregistré les dossiers, il y a tout un tas de craintes qui s'expriment sur l'usage, sur le devenir, sur comment ces polymères se dégradent et peuvent-ils causer des dommages à la santé et à l'environnement. Bon, donc il y a des débats là-dessus. Et donc il y a un débat qui n'est pas inintéressant du coup, qui est de dire, mais bon, on peut interdire des substances comme PFOA, PFOS, les carboxyliques, et d'ailleurs REACH a déjà commencé à faire un sort dans la plupart de ces substances qui sont déjà interdites. Que faire des polymères fluorés? Voilà. Le polymère fluoré, s'il est utilisé dans une prothèse de hanche, par quoi on le substitue? Est-ce qu'il y a un substitut d'ailleurs? Voilà. Ce qui a fait dire à l'Agence européenne des produits chimiques il y a quelques mois, et ce qui a créé un certain émoi, peut-être que certaines substances PFAS, on ne va pas les interdire au bout d'un certain délai. Peut-être que certaines substances, il faudra continuer à les utiliser. Alors le débat, il est en cours aujourd'hui, il n'est pas tranché, mais néanmoins, c'est au niveau européen que se discute en ce moment cette question-là. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Merci beaucoup. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Agnès Michelot, une première question. Est-ce que vous pourriez nous apporter quelques éclaircissements sur la présentation générale dont le droit s'est saisi de l'enjeu? On a parlé d'abord de
la manière dont l'administration, dans le détail, avait pu s'en saisir, et nous allons en reparler, mais qu'en est-il du législateur? Qu'en sont-ils de conventions internationales sur le sujet? Oui, merci. Alors effectivement, quand on fait du droit de l'environnement, certains arguments qui ont été exposés sont difficiles à entendre, puisqu'ils sont contraires au droit, y compris au droit constitutionnel. On part quand même on a, évidemment, au niveau international, la résolution des Nations Unies de 2022 qui reconnaît le droit à un environnement sain comme un droit de l'homme, hein, c'est la base. Ensuite, on a quand même une charte constitutionnelle qui reconnaît le droit à un environnement sain pour chacun et chacune. Et puis, on a des principes fondamentaux au niveau constitutionnel, principe de précaution, principe de prévention, qui repose, on en a parlé tout à l'heure, sur les études d'impact, dont il faudrait aussi reconsidérer qui les fait. Est-ce qu'ils sont faits, ces études sont faites en toute indépendance, leur périmètre, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur, évidemment, la mise en œuvre des principes qu'on trouve en droit de l'environnement, je le répète, à un niveau de normativité juridique élevé. Donc je ne parle pas là du dernier arrêté ou du règlement intérieur de telle agence. D'accord. Donc le droit à un environnement sain, valeur constitutionnelle, reconnue, et c'est une avancée majeure sur le plan international par une résolution des Nations Unies. Donc si on part de là, il y a 3 constats avec lesquels je pense qu'on sera tous d'accord et qui relèvent des fameux rapports, d'ailleurs, dont le dernier rapport de l'Académie des sciences qui vient de nous être transmis en mars 2025. J'observe 3 constats que je souhaiterais mettre en lumière par rapport au droit, et notamment au droit de l'environnement. Premier constat, manque de connaissances sur l'identification et la quantification des PFAS. C'est un constat, on est tous d'accord là-dessus, je pense que ça a été dit. Ce qui est dit dans ces rapports, c'est que les technologies analytiques modernes disponibles permettent d'identifier et de quantifier moins d'une centaine de PFAS sur les milliers existants, mais cette liste, évidemment, continue de s'allonger. Les propriétés physiques, et ce n'est pas tout ça, évidemment, les juristes qui le disent, les propriétés physiques et chimiques qui confèrent aux PFAS persistance et mobilité dans l'environnement les rendent particulièrement difficiles à analyser. Donc, on a un problème de connaissance, on est tous d'accord là-dessus. Bon. Deuxième constat, c'est une contamination générale et massive. Donc, quand on évoque ce matin les personnes concernées, on est tous concernés. Bon, si on lit les rapports, une étude de santé publique révélait que 100% des adultes et des enfants testés avaient au moins un PFAS dans le sang. Pas moi qui le dis. Donc, on est tous concernés. Au moins 2, me dit en plus mon collègue. Voilà. Moi, j'ai pris les études. Je ne sais pas, vous comprenez, je suis qu'une pauvre juriste. Donc, deuxième constat, contamination générale et massive. Donc, pas uniquement la vallée de la chimie, pas uniquement Paris, pas uniquement... Non, c'est mondial. Bon. Troisième constat, les effets des contaminants sur le vivant. Troisième constat, j'espère qu'on sera tous d'accord, ça s'accumule dans les êtres vivants, tous les êtres vivants, pas que les humains. Donc la biodiversité, etc. Donc ça veut dire, de ces 3 constats, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le plan du droit? Premier constat, incertitude. Qu'est-ce qu'on applique? Le principe de précaution. Quand on ne sait pas, on ne tente pas le diable. Donc a priori, et là évidemment, la position, c'est de dire réduction à la source, puisque de toute façon, on ne sait pas, on a des présomptions que c'est très grave, et en plus, si je lis les constats scientifiques, il y a même des PFAS qui ne sont pas encore détectables. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie des sciences. Bon. Donc, premièrement, faire face au constat, principe de précaution, c'est dans la Constitution et c'est même dans le droit de l'Union européenne, on reviendra là-dessus avec notre collègue. Bon. Deuxième constat, c'est général. Donc, il faut articuler le droit international, le droit européen, le droit national. Bon, qu'est-ce que nous dit le droit international, à part la résolution des Nations Unies qui nous dit que le droit à un environnement sain, c'est pour tous, c'est un droit de l'homme, garanti. On a effectivement 2 accords internationaux, un sur la pollution transfrontière depuis le protocole de 98, mais certes qui est entré en vigueur en France tardivement, excusez-moi, mais un peu plus tard, en 2003, et puis donc la pollution transfrontière.
atmosphériques, par l'air. Hein. Et puis, on a l'accord de 2001 sur les POP, les organismes persistants. Et donc, ça, c'est de la coopération internationale. Deuxième niveau, mais évidemment, là, vous avez bien vu qu'il y a plein de trous dans la raquette. Parce que c'est atmosphérique, c'est sur certains organismes persistants, on n'a pas la liste. Donc, on a un droit partiel. Le niveau européen, je ne vais pas le développer parce que mon collègue le fera beaucoup mieux que moi, mais on a sur les denrées alimentaires, sur l'eau, des règlements particuliers qui évoluent, et puis il y a ces fameuses histoires de seuil sur lesquelles il faut revenir. On a du droit européen, mais à mon avis, je ne sais pas ce que dira mon collègue, mais il y a aussi des trous dans la raquette. Et puis, on a le droit national, en dehors de notre cadrage général de la charte constitutionnelle, avec qui nous dit, bon, nous, on va mettre en œuvre, donc effectivement, on a transposé, on a mis en œuvre les règlements, quand c'est des règlements européens, il y a REACH, évidemment. On a adopté récemment la fameuse loi du 27 février 2025, qui nous dit, qui s'appelle la loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluo, enfin bref, les PFAS. Bon. Donc, qu'est-ce que nous dit cette loi? Elle nous dit, eh bien, on va s'intéresser à l'interdiction de la fabrication, c'est une bonne chose, donc de la mise sur le marché, de l'exportation, de l'importation des PFAS, mais dans un certain secteur. C'est pas de bol, puisqu'on a dit que c'est un problème général. Et donc, la loi, elle nous dit, il faut s'intéresser aux textiles. Bon, très bien. Elle nous dit qu'il faut s'intéresser aux farces, c'est-à-dire à certains produits qui sont utilisés sur les skis, là, voilà, on est d'accord. Et elle nous dit qu'il faut interdire pour les textiles d'habillement, les chaussures, les agents imperméabilisants, etc. Mais attention, il y a des dérogations et attention, il y a des délais selon les produits. Donc, selon les produits, ça va être du 2026 ou du 2030. Bon. Alors, moi, je vous dis, on a quand même un problème. Alors, du côté, par exemple, si on s'intéresse strictement aux droits des molécules, on est forcément, excusez-moi, mal barré, puisqu'on ne les connaît pas toutes, on ne connaît pas les effets, il y en a qu'on ne peut pas détecter. Ou alors, j'ai raté quelque chose. Bon. Donc, qu'est-ce que le droit de l'environnement fait? Il travaille à ce que j'appelle, moi, le droit de la reconnexion. C'est-à-dire, il travaille a priori sur des éléments, des principes dont on dispose, le principe de solidarité écologique, qu'on trouve dans la loi biodiversité, sur la loi sur l'exposome qui tient compte de toutes les expositions sur la santé humaine, donc des instruments transversaux qui permettent de comprendre la protection du vivant de manière globale. Et nous travaillons avec l'Alliance Santé-Biodiversité, donc des vétérinaires, des médecins, sur une proposition de loi sur une seule santé, c'est-à-dire la santé du vivant. On ne protégera pas la santé, parce que tous ces contaminants dont on parle, ce n'est pas uniquement dans ce qu'on mange, ce n'est pas uniquement à la source de telle industrie, ça se retrouve dans l'herbe que les vaches mangent, qu'on retrouve dans le lait, etc. Ça se retrouve dans les produits vétérinaires, qu'ensuite on réabsorbe, etc. Donc il faut une approche intégrée, complète et effectivement à la source. Merci. Tu viens de souligner un élément essentiel qui va être traité par Nicolas Sedler, c'est la nécessité d'agir au niveau au moins régional, idéalement international, à propos de cet enjeu-là, dans la mesure où, comme la plupart des sujets environnementaux, il ne connaît pas les frontières, d'abord, donc l'action d'un seul État n'aurait pas de sens. Et puis ensuite, il y a un autre argument qui plaide vers au moins une appréhension européenne du sujet des PFAS, c'est que l'action volontaire du législateur français se trouve limitée par des réactions de levée de bouclier de l'industrie qui viendraient crier à la perte de compétitivité. Si la France avançait seule, il y a là un argument qu'on entend dans tous les sujets, sur le sujet climatique, sur d'autres sujets environnementaux, sur les sujets de l'extra-financier en général, qui rend nécessaire une réflexion approfondie au niveau européen. Et donc, première question que je souhaite vous poser, Nicolas Sedler, c'est celle de la capacité du pouvoir qu'a
la Commission européenne en matière de PFAS. Oui, tout d'abord, merci pour votre accueil. C'est la première fois que je prends la parole dans une salle de mariage sous un doux hyménée. J'espère trouver un peu d'inspiration pour un sujet assez technique. Bon, pour aller vite, je présume que beaucoup d'entre vous ne sont pas juristes. En tout cas, je suis extrêmement heureux de voir tant de jeunes. Ces derniers mois, je commençais à désespérer par rapport à la jeunesse, notamment à son manque d'intérêt par rapport aux questions de dégradation environnementale. Premier point, le droit de l'Union européenne prévaut sur le droit national, y compris la Constitution. Deuxième point, plusieurs orateurs ont mentionné le principe de réduction de la pollution à la source, ce qui implique que l'on agisse sur un plan réglementaire sur la mise sur le marché des produits et des substances. Et la mise sur le marché des produits et des substances relève du fonctionnement du marché intérieur, qui est réglé en vertu d'une disposition du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est l'article 114. L'article 114 est une disposition fondamentale dans la mesure où elle conduit à une harmonisation quasiment maximale, à mesure où les initiatives unilatérales des États membres sont limitées dans le cas de dérogations contrôlées par la Commission européenne. Cet article 114 est la base juridique en tout cas deux règlements qui ont été évoqués jusqu'à présent, le règlement 2672 REACH, le règlement 1107/2009 sur les pesticides et le règlement sur les POPs. C'est-à-dire que le devant de la scène est déjà sérieusement occupé par une série de bastions qui conduisent à empêcher ou à limiter de manière significative les interventions unilatérales des États membres. Ceci étant dit, vu la complexité des systèmes juridiques, il y a toujours des poches d'air, il y a toujours on tombe toujours sur un gruyère. Et dans l'hypothèse où une question en matière de libre circulation des marchandises ne serait pas tranchée par les règles relativement précises découlant des règlements, les États membres disposent d'une certaine marge de manœuvre à condition de démontrer que leurs mesures unilatérales ne porteraient pas atteinte à un principe fondamental qui est consacré aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est la libre circulation des marchandises. Donc il est possible d'adopter des mesures unilatérales sur la mise sur le marché de produits ou sur le contrôle de la publicité des produits et des substances, à condition que ces mesures soient adéquates, nécessaires, proportionnées par rapport à un objectif dit légitime en matière de santé, en matière de vie ou en matière de protection environnementale. La marge de manœuvre, en quelque sorte, pour un État comme la France, est nettement plus importante en ce qui concerne l'épandage des pesticides, question qui a aussi été évoquée, en ce qui concerne le contrôle de la production, le contrôle des installations, parce que ces mesures-là relèvent d'autres directives, donc pas de règlement, mais principalement de directives qui sont fondées sur un article 192 qui permet l'adoption de mesures renforcées par les États, à condition, à nouveau, que ces mesures renforcées ne portent pas atteinte à la libre circulation des marchandises. Donc, a priori, la marge de manœuvre des États s'estompe au fur et à mesure que le droit de l'Union européenne préempte le terrain. Alors, en matière de PFAS, le terrain commence à être préempté malgré le retard, que ce soit dans le cadre du règlement 1107/2009 sur les pesticides, le renouvellement d'une autorisation du tritosulfurant n'a pas été accordé en 2023. Bon, voilà, c'est un exemple, c'est peut-être tout à fait insuffisant. En matière pour REACH,
Je sais pas si, la question est relativement complexe, mais nous avons différentes techniques que je pourrais exposer. Et donc là également, les choses commencent à bouger. Et on a évoqué également le règlement sur les POPs, qui a été modifié en 2023, 2022 et 2023, si mes souvenirs sont bons, pour reprendre certaines classes de PFOA et de PFOS, dans la mesure où ces classes avaient été prohibées, la commercialisation de ces substances a été prohibée en vertu de la Convention de 2006 sur les PFOS. Donc on a différents cadres réglementaires qui sont en place, qui habilitent, moyennant le respect de conditions formelles et substantielles, soit les États membres, soit la Commission européenne à intervenir. Mais le dernier mot revient toujours aux institutions européennes dans le cadre réglementaire qui a été adopté par le législateur, cadre qui doit bien entendu respecter les dispositions du droit primaire. Ça peut être ajouter quelque chose qui n'a pas encore été discuté. Vous avez évoqué les principes environnementaux. Ici, nous sommes en matière de commercialisation de substances. L'Union européenne et les États membres aussi sont tenus par la Charte des droits fondamentaux qui consacre le principe de sécurité juridique et le principe du respect des attentes légitimes des opérateurs économiques. Donc, il convient d'ajouter ces deux principes au respect du principe de la libre circulation des marchandises. C'est-à-dire que la marge de manœuvre de la Commission européenne n'est pas absolue. Elle va devoir démontrer, au regard de preuves scientifiques, la nécessité d'intervenir par rapport à certaines catégories de substances. Et donc, ceci soulève aussi la question qui a été évoquée déjà à plusieurs reprises. Est-il possible de réglementer d'emblée, comme l'ont proposé 3 États scandinaves, le Royaume des Pays-Bas et l'Allemagne, 10 000 substances relevant de 17 classes? Du point de vue du droit de l'OMC, on peut exprimer des doutes très sérieux. Il y a déjà de la jurisprudence, des panels relatifs à l'obligation d'analyser, de mener à bien les études de risque, risk assessment substance par substance et non pas par catégorie de substance. Organisation mondiale du commerce, donc vous avez un organe de règlement différent à Genève avec en première instance des panels de diplomates et ensuite un organe d'appel. Et donc notamment dans l'affaire des hormones, l'organe d'appel a estimé que la Commission européenne était obligée de conduire les études de risque substance par substance. Il y avait 6 substances qui étaient en cause. Ce que la Commission européenne a fait, et la Commission européenne a obtenu gain de cause contre le Canada et les États-Unis dans une seconde affaire devant l'organe. Et donc ici, il y a quelques arrêts qui n'ont jamais été commentés dans la doctrine, rendus par le tribunal. Et donc on sent quand même cette préoccupation dans le chef des chambres du tribunal de l'Union européenne à ce que l'analyse de risque soit conduite substance par substance. Donc moi, je ne sais pas du tout comment est-ce que l'agence à Helsinki sur les substances chimiques va pouvoir procéder par rapport à 10 000 substances. Il s'agit d'un véritable défi. Donc là, sur cette question-là, je ne suis pas en mesure de prendre position. Mais j'attire votre attention vraiment sur l'importance que revêt l'intégration européenne par l'entremise des règlements adoptés sur la base de l'article 114, étant donné que cela préempte le champ réglementaire. Ceci présente des avantages comme des inconvénients. Les avantages, c'est qu'on a des normes qui s'appliquent aux 27 États membres de l'Union européenne et aux 3 États membres de l'AELE. Le désavantage, c'est que ça limite l'intervention unilatérale de la part des États. Mais il n'en demeure pas moins que
les États, et la France, je le regrette, aurait pu se joindre aux 3 États scandinaves et au Royaume des Pays-Bas et à la République fédérale d'Allemagne pour avoir plus de poids auprès de l'agence et de la Commission européenne pour que l'on prenne le taureau par les cornes par rapport à ces 10 000 substances. Je souhaiterais qu'on revienne rapidement sur la loi, parce que nous l'avons seulement effleurée pour l'instant. L'adoption récente par le législateur français d'une loi qui passe pour la plus ambitieuse législation nationale en matière de régulation des PFAS a été saluée par une partie des observateurs comme une victoire. Victoire à propos de laquelle il est raisonnable, je crois, de s'interroger quant aux conséquences réelles que le texte aura. Mais d'abord, une question peut-être à Agnès. Il me semble que c'est une loi avant tout sanitaire. Alors bien sûr, il va de soi que les enjeux sanitaires et environnementaux sont tellement imbriqués qu'il est délicat parfois de trouver une véritable frontière. Mais tout de même, lors de la première table ronde, nous avons évoqué à plusieurs reprises les conséquences purement environnementales de la diffusion des PFAS dans les écosystèmes. Or, si la loi évoque la protection des populations, si elle évoque le fait de couper le robinet, comme ça a été dit, pour certains usages, et quelques perspectives très très lointaines de remédiation, rien n'est dit. On ne peut pas la qualifier de loi environnementale. Qu'est-ce que tu penses de cette perspective? C'est moi que la question, ça va. Oui. C'est vrai que quand on a... la loi là, du 27 février 2025, dont on a parlé tout à l'heure, elle porte vraiment sur certains usages, certaines substances applicables aux produits cosmétiques, aux textiles d'habillement, et donc c'est très spécifique. Pas du tout, on parlait des poils, par exemple, tous ces usages-là ne sont pas visés par la loi. Ce qu'on observe, ce qui est prévu aussi dans la loi, c'est qu'il y a un rapport qui doit être fait, mais il n'y a pas vraiment de suivi de traçabilité, de mécanisme de suivi de traçabilité qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est une trajectoire de réduction. Ce qu'ils appellent la France se dote d'une trajectoire, article 2, d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances de manière à tendre vers la fin de ces rejets. Vous voyez, c'est assez prudent comme formulation. Voilà. Après, il est imprévu, et ça évidemment c'est important, pour toute mise en œuvre, le relais avec les agences régionales de santé. C'est un travail, nous, qu'on mène depuis des années, enfin une réflexion sur... Quand on travaille sur une seule santé, c'est comment on peut mettre en œuvre une seule santé dans les territoires. Et là, les agences régionales de santé jouent un rôle évidemment important. Mais effectivement, ça vise vraiment un secteur très particulier, et pas tous les secteurs d'activité dans cette loi. 2, sur les mécanismes de suivi, c'est quand même très faible. 3, il y a un volet réglementaire qui est prévu. À ma connaissance, mais j'ai peut-être raté quelque chose, un certain nombre de décrets sont prévus, qu'on attend, peut-être qu'ils vont venir. Et donc, la question d'aborder ce sujet fondamental sous l'angle de la liste des substances reste quand même un vrai sujet, parce que d'abord, on les connaît mal, ensuite, il y en a qu'on ne peut pas détecter, et donc aborder le sujet sous cet angle-là ne me semble pas conforme au principe de précaution. Merci. Et alors, Nicolas, justement, pour rester sur le sujet de la loi, qu'est-ce que vous pensez de la compatibilité de ce texte avec le droit européen ? Il faut distinguer à nouveau les deux approches. Les dispositions qui posent des restrictions à la mise sur le marché de certaines substances qui ne sont pas d'ores et déjà réglementées, soit en vertu de l'article 17 du règlement REACH sur les restrictions, soit en vertu de l'article 14 du même règlement sur les autorisations, a priori seraient incompatibles, sauf alors en vertu du paragraphe 5 de l'article 114 au gouvernement de solliciter l'autorisation de la Direction générale du marché intérieur de la Commission européenne pour pouvoir mettre en œuvre des règles plus sévères.
Et là, on pourra s'attendre, vu les circonstances, à un refus catégorique de la Commission. Donc, moi, je ne sais pas du tout si le gouvernement français a eu cette intention. Normalement, pour pouvoir adopter ou mettre en œuvre ces nouvelles réglementations. Mais c'est vraiment, là, il faut déterminer au cas par cas si la règle affecte la commercialisation d'un textile qui contiendrait des faces. En revanche, pour toutes les mesures qui ont trait à la gestion de déchets qui contiendraient des faces, là, les règles ne font pas l'objet d'une harmonisation maximale. Donc, la République française retrouve sa marge de manœuvre et donc peut poser des limites très, très sévères. Alors, je voudrais quand même donner une note plus optimiste. Notamment en matière d'eau, les autorités françaises disposent d'une marge de manœuvre par rapport à trois types de réglementation. D'une part, la directive sur la qualité des eaux qui fixe un objectif, une norme de produit pour les eaux de consommation, mais qui ne couvre que 20 faces. Et donc là, comme on est dans une harmonisation minimale, il est possible pour les autorités d'ajouter de nouvelles substances. Deuxième point, c'est la directive 4 sur les déchets qui est flanquée d'une directive FI sur les objectifs de qualité, qui couvre aussi, en termes d'objectifs de qualité, différentes faces. Rien n'empêche les autorités d'étendre les obligations de respect des objectifs de qualité. Et troisième point qui n'a vraiment pas du tout été discuté dans la presse, anglophone, germanophone, néerlandophone, francophone, c'est la refondation de la directive sur l'épuration des eaux usées résiduaires, avec l'obligation pour les agglomérations de plus de 10 000 équivalents habitants d'ajouter un traitement quaternaire qui sera financé par le secteur des cosmétiques et des médicaments en vertu d'une APR. Oui, vous appelez ça REP. Oui. Et donc là, on va faire un flux financier qui va tourner autour d'1,4 milliard d'euros par an. Et donc l'objectif est vraiment d'éliminer toute une série de micro-substances chimiques dont je présume on trouve pas mal de faces. Et donc ici, cette mise en œuvre de la directive devrait améliorer la qualité des cours d'eau, notamment par rapport aux micropolluants. Donc là, je vois trois opportunités pour les autorités nationales pour prendre les devants. Mais à nouveau, je crois qu'il est vraiment essentiel de distinguer les questions de normes de produits qui restreignent la libre circulation des produits, parce qu'on s'attaque à un principe fondamental qui fonde depuis 1951 et 1958 l'Union européenne, de la gestion des écosystèmes ou de la gestion des résidus des produits, où là, l'État reste souverain tant qu'il ne porte pas atteinte. Il y a encore pas mal de nuances que je pourrais ajouter. Merci. On en revient à la difficulté de conciliation des libertés économiques avec la protection de l'environnement. Et alors peut-être un mot du ministère là-dessus. Cher Philippe, je ne veux pas du tout vous mettre en difficulté, mais vous êtes dans un ministère qui est confronté à d'autres portefeuilles. Restez avec nous, tout va bien ? À d'autres portefeuilles, je pense à Bercy ou à Matignon. Et est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications de la manière dont la réglementation chimique en général est encore entre les mains du ministère de l'Environnement ou d'autres perspectives ? Bon, je suis très à l'aise car nous avons d'excellentes relations avec Bercy. D'ailleurs, Bercy est dans la salle. Bon, plus sérieusement, je voulais un peu revenir sur la possibilité pour un État membre d'interdire certaines substances, certains produits, pour rappeler quand même que dans le règlement REACH, il est prévu une clause de sauvegarde. C'est la possibilité pour un État membre d'interdire des substances en avance de phase par rapport au niveau européen.
Et donc, de ce point de vue-là, la loi française reprend une disposition qui existe au niveau du droit européen, en sachant qu'on a déjà en France interdit des substances chimiques. Le bisphénol A, on l'a interdit dans les biberons en avance de phase par rapport au droit européen. On a interdit aussi le bisphénol A dans les contenants alimentaires en avance de phase par rapport au droit européen. À ce moment-là, on notifie les décrets effectivement de la Commission européenne. Selon un processus de notification des règles techniques. Il y a un processus un peu compliqué de 3 mois, plus 3 mois si jamais un État membre ou la Commission européenne donne un avis circonstancié sur la mesure nationale. Et après, on prend la mesure, mais qui est évidemment attaquable devant les tribunaux administratifs, enfin, les tribunaux ou la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ça va au Conseil d'État, puis après, le Conseil d'État renvoie devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et le temps que les procédures soient instruites, eh bien, de toute façon, la substance est interdite au niveau européen. Et donc, on finit toujours par reboucler là-dessus. Pour revenir aussi sur pourquoi FART, vêtements et cosmétiques, pourquoi pas tout le reste. Bon, alors, pourquoi pas tout le reste? Parce que, contraint du droit européen, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on ne pouvait pas tout interdire dans une loi française, parce que ça aurait été complètement contraire, du coup, au fait que c'est quand même à l'Europe de réglementer la présence de substances chimiques. Donc, voilà. Pourquoi ces trois-là? Parce que FART, cosmétiques et vêtements, ça conduit à avoir des substances embêtantes comme le PFOA et le PFOS dans les stations d'épuration. Quand on lave son vêtement, le PFOA, il va se retrouver dans les eaux usées. Les eaux usées vont, comme l'a dit tout à l'heure Raphaël, pas être traitées dans la station d'épuration. Tout ça se part dans la nature. C'est vrai pour les cosmétiques, c'est vrai pour les vêtements. Les fards, c'est un peu autre chose, puisque c'était utilisé sur les pistes de ski. Et donc, on a contaminé une bonne partie de nos massifs alpins et pyrénéens en mettant des PFAS dans l'eau à travers ce biais-là. Donc, pourquoi ces trois-là? Parce que c'est un vecteur de contamination assez important et non négligeable, voire même presque prépondérant, de l'environnement. Voilà, donc c'était la stratégie qui avait été choisie par le député, notre ami Nicolas Thierry, merci. C'était la stratégie qui a été utilisée par Nicolas Thierry, qui avait dit, de toute façon, si je veux tout interdire, ça n'a jamais marché, on va s'intéresser aux substances qui sont potentiellement, en tout cas, voilà, il fallait commencer quelque chose, et autant commencer par des trucs qui contaminent beaucoup l'environnement. Et donc, du coup, après, j'ai oublié votre question, qui était, comment ça se négocie? Ça se négocie avec des positions interministérielles, c'est-à-dire qu'on discute de la manière dont les substances sont potentiellement réglementées, et derrière, c'est un arbitrage interministériel à Matignon, selon un processus assez classique. Après, il faut regarder l'intégralité du problème, c'est-à-dire que on ne peut pas arriver en disant, allez, il suffit de tout interdire, on va régler tous les problèmes de la Terre. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça quand même, quoi. Donc, on regarde les différents types de producteurs, quels sont les sujets où on va... En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est maximiser notre impact compte tenu des outils qu'on a à disposition. L'important là-dedans, c'est quand même de baisser les concentrations dans le sang des gens. Donc on a un indicateur, ce qui est simple, c'est les études de biosurveillance qu'on fait tous les 10 ans en France. Il y en avait une qui a été réalisée il y a une dizaine d'années maintenant, qui s'appelait Esteban, et où on a vu d'ailleurs que par rapport aux études de biosurveillance précédentes, on avait baissé la concentration en PFOA et en PFOS. C'est-à-dire que tous les gens sont contaminés en PFOA et PFOS, mais par rapport aux études qui avaient été faites il y a 10 ans, on voit que ça diminue. Bon. Par contre, ça veut dire que les industriels ont utilisé d'autres substances et on va maintenant rechercher dans la nouvelle campagne qu'on va mener l'année prochaine des études pour voir plus de substances et sans doute qu'on va voir accroître éventuellement des substances dans les années qui viennent, puisqu'on a vu le processus de substitution qui a été fait. On a un indicateur, c'est ça, et ensuite on agit sur tous les leviers possibles. On a une loi française qui permet déjà d'interdire l'horizon 2026. 2026, c'est demain, pour un industriel. Moi, je fais des fards et des cosmétiques. Si j'en ai dans mes fards et mes cosmétiques, il faut que je supprime dès maintenant la présence dans ces objets-là. 2030, c'est les textiles, tout textile. Oui, alors ça, il y a des dérogations, mais enfin, l'idée de 2030, c'est aussi de faire en sorte que, en 2030, on devrait avoir la restriction européenne adoptée. Donc
donc, de toute façon, l'interdiction, elle sera généralisée à ce moment-là au niveau européen. Bon. Donc la question des dérogations se pose, mais peut-être n'est pas si stratégique que ça en réalité. Et ensuite, il faut réduire les rejets des industriels. Donc ça, la France est le seul pays où on a imposé des contrôles de PFAS à la sortie de 4000 tuyaux. On est le seul pays dans le monde à avoir imposé ça. On impose des contrôles dans les rejets gazeux des incinérateurs, avec des campagnes sur incinérateurs de déchets dangereux, incinérateurs de déchets ménagers, cimenterie et installation de combustion de combustible solide de récupération. On a pris un arrêté pour imposer ces contrôles. On utilise une norme américaine, OTM 45, pour contrôler une vingtaine de substances non volatiles et polaires. Donc on va agir aussi sur ces rejets industriels. Ensuite, il y a un projet d'arrêté qui est en cours de consultation à la direction de l'eau et de la biodiversité pour mesurer les PFAS dans les stations d'épuration, pour voir quels sont les types de substances qu'on peut être amené à trouver et en quelle concentration on les trouve. Et monsieur a rappelé tout à l'heure qu'effectivement, la directive sur les eaux résiduaires urbaines impose des traitements quaternaires qui vont piéger les substances organiques, dont les PFAS. Après, il y a des questions sur les pesticides, puisque il y a des pesticides qui sont des PFAS, et le TFA est un coproduit qu'on peut trouver dans les pesticides. Donc là, c'est l'Agence européenne de sécurité alimentaire qui a été saisie pour voir si, pour faire un examen de l'ensemble des substances potentiellement PFAS utilisées dans les pesticides, pour voir quel impact ça peut avoir, notamment sur la question du TFA, parce que la TFA, en fait, sa valeur toxicologique de référence a été définie avec une dose journalière admissible par rapport au dossier qui devait être déposé pour être approuvé pour une mise sur le marché des pesticides. L'Agence européenne de sécurité sanitaire, l'Agence européenne de sécurité alimentaire est en train de travailler sur cette dose journalière admissible pour le TFA. Donc en fait, on a plein de leviers qu'on active dans un plan interministériel qu'on a publié le 4 avril 2024. Et tous les ministères sont mobilisés sur ça. La Direction générale de l'aviation civile, ils ont des aéroports qui sont potentiellement contaminés par des eaux d'extraction d'incendie. On leur a demandé de faire des diagnostics pour voir quels sont les endroits où potentiellement on peut avoir des émissions de PFAS vers l'eau potable. Donc on a plein de leviers. Et donc aujourd'hui, on n'est pas dans... je n'étais pas d'accord avec moi. On est dans l'action. Voilà. On est dans l'action. Il faut mieux connaître, il faut mieux réglementer, il faut mieux contraindre. Et si on fait comme ça, dans 10 ans, on verra baisser les concentrations de PFAS dans le sang des gens. Et c'est notre job et on le fait et avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. On pourrait en parler toute la journée, mais plusieurs thèmes doivent être abordés. On a été un peu technique. On pourrait procéder à une toute petite synthèse avec les intervenants, sauf si, puisque nous avons prévu un temps d'échange avec la salle, des questions vous viennent à l'esprit. Ah oui, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'on a un calendrier prévisionnel pour la publication des décrets ? Oui, car le secrétariat général du gouvernement est très attentif à ce que les ministères respectent la publication des décrets d'application des lois. Donc oui, il y a un calendrier avec, grosso modo, quand on a une loi, on est censé prendre le décret d'application 6 mois après la publication de la loi. Donc la plupart des décrets sont dans ce cas-là. Il y a un décret où le décret sur les fameuses exemptions, entre guillemets, pour les substances dans les textiles. Ce projet de décret-là, comme on va le notifier à la Commission européenne, celui-là, on vise à le prendre avant le 1er décembre 2025, puisque les interdictions s'appliquent à partir du 1er janvier 2026. Donc il y a un calendrier d'adoption de ces décrets. Merci. Ma question porte plutôt sur les études d'impact dont on a parlé plusieurs fois. Si je ne me trompe pas, dans ces études d'impact, il y a aussi un aspect, et j'utilise certainement pas les bons termes, mais analyse des alternatives possibles à un projet, et aussi
l'intérêt réel du projet pour la société civile. Donc ma question elle est un peu double. Il y a comment on pourrait élargir un petit peu ces deux aspects dans les études actuelles, et aussi si au niveau du droit européen, voire du droit international, puisque c'est nécessaire de le faire pas seulement en France, ce serait possible. Enfin, quelles sont les chances ou les moyens, comme vous l'avez décrit, quels seraient les moyens juridiques d'élargir en fait l'utilisation de ces études d'impact à l'Europe, voire au monde, puisque pour éviter des déplacements de production ailleurs dans le monde. Voilà, quels seraient les moyens juridiques d'y parvenir si elle en existe, et quels sont les freins éventuels? Oui, pour répondre très brièvement, il y a tout un débat sur l'analyse d'impact économique et scientifique qui est brandi par l'industrie justement pour s'opposer soit au régime d'autorisation des substances existantes en vertu de l'article 62, soit pour s'opposer à des nouvelles restrictions qui seraient rajoutées à l'article 17, à l'annexe 17 du règlement REACH en vertu de l'article 67 et 68. Il y a de la jurisprudence de la Cour de justice, même récente, où la Cour estime qu'il n'y a pas d'obligation qui découlerait en vertu des lignes directrices de la Commission en termes de better regulations, de mener à bien des études d'impact. Donc les institutions disposent d'une certaine marge de manœuvre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est dans le cadre du régime d'autorisation de REACH visé à l'article 62, il y a des conditions de forme et des conditions substantielles à réunir pour que la substance relève de l'annexe 14. Donc la substance ne peut être autorisée que si le risque est contingenté, que s'il y a un bilan positif sur un plan socio-économique, et en troisième lieu, s'il n'y a pas d'ersatz, s'il n'y a pas de mesure de substitution. Et donc, c'est le comité socio-économique rattaché à l'agence à Helsinki qui examine le respect de ce bilan qui conduit donc à l'application de la procédure la plus lourde. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que l'annexe 17 constitue un vrai filet de sécurité en raison de la lourdeur de la procédure d'autorisation, parce que dans le cadre des restrictions, il n'y a pas le seuil quantitatif ne vient pas à jouer. Et donc je crois qu'un des premiers intervenants avait souligné à juste raison que la difficulté de la procédure d'évaluation enclenchée à partir de 2006 était liée au seuil minimum d'une tonne. Tandis qu'en matière de restriction, on peut appréhender des substances dont la quantité est nettement moindre. L'avantage que représentent aussi les restrictions, et donc je trouvais que l'exemple par rapport au ski était vraiment pertinent, c'est qu'on peut restreindre la substance par rapport à une utilisation bien précise, tout en permettant des utilisations dans d'autres circuits industriels, dans la mesure où elles seraient contrôlées. Donc il y a un véritable enjeu. Je voudrais aussi insister, c'est que j'apparais généralement assez pessimiste, mais donc c'est aussi important que les États membres puissent enclencher les procédures. Et donc l'article 67-68 permet aux États d'enclencher les procédures de restriction. C'est la Commission qui aura le dernier mot dans le cadre de la comitologie. Mais ici, il y a quand même un levier pour les États. Et donc, c'est sûr que les institutions à Bruxelles seront toujours frappées d'une certaine inertie si les États membres ne bougent pas. Et donc, il est vraiment important de bien identifier les leviers tout en restant dans la légalité. Et donc, à juste titre, vous avez souligné l'importance que revêt
Je crois que c'est l'article 133 du règlement REACH qui permet l'adoption de mesures d'urgence, mais à nouveau, on a fait face quand même à une jurisprudence assez restrictive quant à l'utilisation de ce type de clause de sauvegarde. Non, je crois que vous avez dit effectivement l'essentiel sur le sujet. Vous avez dit tout à l'heure pourquoi la France ne s'est pas mêlée aux 5 États membres pour porter la restriction. C'est qu'en fait, les États membres se répartissent les dossiers de restriction. Enfin, se répartissent. Ce n'est pas non plus un conclave où on enferme les agents de sécurité sanitaire et à la fin, elles sortent en se décidant du programme de travail sur les 3 prochaines années. Mais il se trouve que pour déposer une restriction, ce n'est pas qu'un acte politique, c'est aussi un acte scientifique. Il faut arriver avec les dossiers, avec les impacts, les études scientifiques, etc. Et donc, pendant que nous, on travaillait sur l'interdiction du TiO2, en tous les cas sur le classement cancérigène du TiO2 côté ANSES, on a proposé d'autres restrictions par ailleurs. On avait proposé des interdictions de substances dangereuses dans les couches, par exemple. Enfin, chaque État membre dépose en fait ses propres restrictions, et quand il sait qu'il y a 5 autres États membres qui travaillent sur une autre restriction, s'il utilise au mieux ses moyens, car ils ne sont pas extensibles. On a des toxicologues qui travaillent sur ces dossiers-là, mais ils ne sont pas des milliers non plus, quoi. Voilà ce que j'avais à dire sur pourquoi on n'est pas parmi les 5. Mais bon. Peut-être qu'on peut encore envisager 1 ou 2 questions très rapides avec des questions encore plus rapides, des réponses encore plus rapides. Merci. Moi, j'ai une question qui est au final plus politique que juridique. Est-ce que vous avez pu voir une influence des lobbies en fait, quelle est leur puissance réellement des lobbies qui ont entravé ou ralenti la prise de décision au niveau français, je dirais. Et est-ce que vous avez pu voir un impact dans la loi de février 2025 qu'a pu avoir justement ces lobbies, par exemple dans la restriction d'un champ d'application ou, voilà, c'est vraiment l'interaction entre lobby et loi de février 2025 qui m'intéresse. Les lobbies jouent leur rôle, mais tout le monde joue son rôle. Les ONG jouent leur rôle aussi en demandant une interdiction totale de tous les PFAS pour tous les usages. Enfin, chacun intervient à ce moment-là sur là où il peut intervenir. Ce qu'il y a de bien quand même, c'est qu'aujourd'hui, quand on participe à ces exercices-là, il y a des registres à renseigner sur quand on est un lobby, qui on a rencontré, qui on a vu. Donc ça permet un peu d'assurer un minimum de transparence sur la manière dont tout ça s'est fait. Maintenant, il ne faut pas surestimer non plus le poids des lobbies dans un certain nombre de décisions qui peuvent être prises. Enfin, ce qui est intéressant dans cette loi sur les PFAS, c'est que au bout d'1 an de discussion, la loi a été adoptée. Si on nous avait demandé en avril 2024 quel serait le sort de cette proposition de loi, bon, c'était pas complètement évident. Donc oui, les lobbies interviennent, ça n'empêche pas le législateur d'avancer, et ni le régulateur non plus. Quand on a des bons arguments à faire valoir à Matignon, Matignon donne raison. Enfin, Vous posez une question fondamentale, parce que c'est quand même une question de démocratie environnementale. Depuis, le premier constat, c'est qu'on a un manque d'information. Et le droit à l'information, c'est la base de tout. Et l'information, elle est scientifique. Et alors, faisant partie d'une unité de recherche CNRS qu'on appelle le LIENS, où on travaille des écotoxicologues, je voudrais juste faire un signal d'alerte, je pense qu'il est déjà beaucoup passé dans la presse avec Stand Up for Science, comme vous savez, suite aux pressions sur les chercheurs américains. Mais la recherche, elle est internationale. Donc si vous bloquez une partie de la recherche et de l'accès à des données, par exemple aux États-Unis, c'est toute la recherche au niveau international et donc en France qui est impactée. Et je voudrais juste là dire ce que j'ai expérimenté moi avec les jeunes collègues, les jeunes chercheurs, c'est qu'ils me disent non, mais l'écotoxicologie, on va arrêter, il vaut mieux faire de la recherche sur le traitement du cancer, on aura moins de problèmes. Donc on va tuer l'information à la base. D'accord ? Et ça, je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience. Il y a des domaines de recherche, c'est beaucoup plus facile que d'autres.
Alors, parlons des lobbies, mais aussi parlons de la pression qu'il y a sur les chercheurs dans ces domaines-là. C'est vraiment très grave. Une ultime question avant la pause et on pourra poursuivre les échanges autour d'un café. Merci. J'ai une question plutôt juridique concernant le champ d'application de la loi du 27 février 2025, puisque la loi interdit la mise sur le marché notamment de produits certains produits qui contiennent des PFAS, et notamment donc des vêtements. Comment on peut concilier cette interdiction avec la mode circulaire, avec tous les vêtements de seconde main qui vont être remis sur le marché pour une seconde fois? J'ai fait pas mal de recherches dessus et je n'ai pas vu une dérogation dans la loi ni dans les travaux préparatoires. Donc je ne sais pas si vous auriez... je ne sais pas si quelqu'un s'est posé la question. Si le but de la loi est de protéger les citoyens des PFAS dans la nature, dans l'environnement, comment pensez-vous qu'on pourrait concilier tout cela? Il faudra revoir exactement la rédaction de la loi là-dessus. Si on se place dans le cas de la remise en vente d'un textile qui en contiendrait, là on se trouve dans le cas de réemploi. Et le réemploi, c'est considéré comme un produit. Donc je pense qu'on ne serait pas autorisé à mettre en vente un produit d'occasion qui contiendrait des PFAS. Mais le diable étant dans le détail, il faudrait revoir exactement la rédaction de la loi pour regarder ça, parce que ce n'est pas quelque chose qui avait été discuté avec le député qui avait été rapporteur de la loi. Juste, alors, je lis l'article L524-1, sont interdites à compter du 1er janvier 26 la fabrication, donc effectivement, c'est vrai que la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit. La mise sur le marché. Oui, c'est ça. Pas précisé. Si vous mettez sur le marché un produit, même d'occasion, vous êtes concerné par la loi, à mon sens. Après, je ne suis pas juriste. Mais encore faudrait-il savoir quels sont les textiles qui contiennent des PFAS? Oui, enfin, quand vous avez un Gore-Tex marqué sur votre textile, il y a peu de doute sur le fait qu'il y en ait. Il y a quelques indices. On va s'arrêter là. Je vous propose maintenant de faire une petite pause avant de passer à la dernière table ronde.